Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, l'émission musicale de la galaxie 80s le podcast. Je suis Mikado Twix et pour ce nouveau numéro, j'ai enfin le plaisir d'enregistrer avec notre nouveau comparse Murdoch. Comment vas-tu Murdoch ? Eh bien, tout le plaisir est pour moi de partager ce podcast avec toi. Tout va bien, en ce début d'année un peu frisqué, on va dire, mais tout va bien. Et de ton côté, comment ça va ? Bah écoute, ma foi, ça va très bien. J'ai eu plein de disques vinyles pour les fêtes, donc j'espère qu'on pourra le chroniquer. De toute manière, on trouvera un moyen, même si c'est hors sujet, on parlera de tout ce qu'on a récemment acquis. Et donc, pour ce nouveau numéro, la formule reste à peu près inchangée. Donc, dans un premier temps, je ferai un petit édito et tu m'accompagneras au sujet de la cote des disques les plus chers du marché du vinyle. Ensuite, on fera notre petite sélection musicale de disques qu'on possède soit en vinyle, soit en CD, soit en cassette, tout ce que tu veux. On fera une petite sélection du disque neuf que vraiment, chaque fois, on se dit celui-ci, je le veux neuf, je veux pas une occasion, je veux une réédition ou un neuf, on expliquera pourquoi. Et enfin, comme d'habitude, nous clôturerons ce manche-disque par un disque totalement hors sujet, c'est-à-dire qui n'a été absolument pas produit dans les années 80, donc ça peut être les années 50, ça peut être tout ce que tu veux, jusqu'à des trucs aujourd'hui. Et donc, alors, pour ce édito de nouvelle année, comme tu le sais, Murdoch, je suis très très friand de tout ce qui est Argus, notamment quand j'ai le plaisir de participer au podcast de mes comparses de la case rétro. En général, quand je suis sur une émission, j'aime bien chiner tout ce qui est Argus. Je vais être honnête avec toi, je voulais faire un Argus des disques évidemment des années 80. Je te cache pas que ça a été très très compliqué de trouver des éléments. Du coup, entre guillemets, je me suis rabattu, on va dire, sur le top 5 des disques les plus chers de l'histoire de la musique au format vinyle. Okay. Donc je te laisse deviner à ton avis, comme ça, estimation, je te sais musicien, je te sais fan de musique. À ton avis, qu'est-ce qu'on a comme artistes qui peuvent se retrouver dans ce fameux top 5 ? Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal des grosses légendes, on va dire, des années 50-60. Donc, il doit y avoir au moins un Elvis Presley, à mon avis. Eh bien, même pas. Même pas ? Même pas. J'aurais dit exactement la même chose que toi. En revanche, là où ça va risque de ne pas étonner nos auditeurs, c'est que dans ce fameux top, il y a quand même pas mal de Beatles. Oui. Donc là, on va commencer par ce fameux top 5. On va attaquer par l'artiste Frank Wilson pour le titre I Do Love You. Alors c'est un classique de Nowhere Soul qui a été pressé à seulement 250, attention, démos à l'époque. Wilson avait décidé de se concentrer sur la production et avait détruit donc ces fameuses démos. 2 copies ont survécu et l'une d'elles a été vendue 25 000 livres en mai 2009. Donc là, on passe au top 4. Évidemment, on attaque par le Beatles avec le titre Please Please Me, qui a été négocié autour de 47 000 euros parce que c'est en 1963 que les Beatles s'exportent et sortent leur premier single aux États-Unis. Je t'avoue que je connais mal la Galaxy Beatles. La Galaxy Beatles, voilà, tu as tout à fait raison. Donc, je découvre un petit peu en préparant ces émissions. Je pense qu'il y a des belles choses à découvrir chez eux. Les Beatles, il y a énormément de choses. En tout début de carrière, c'était une machine de production énorme. Ils sortaient des albums en pagaille. Bon, c'était des albums courts pour l'époque, mais sur chaque album, tout était des hits. C'est ça, on dirait des boys band d'époque un petit peu, quoi. Ouais. En tirant le trait, bien évidemment. Ouais, tu tires le trait, là. Moi, ce que j'ai constaté souvent, c'est pourquoi ces pièces sont rares, parce que là, ce disque a une particularité, donc c'est le premier pressage d'époque, c'est que sur la pochette, il y a une faute d'orthographe sur le titre Les Beatles, c'est-à-dire qu'il y a 2 T. L'album est vendu de toute manière à l'époque 7310 exemplaires, ce qui est ridicule. Et évidemment, cet objet, de par le temps, est devenu quand même culte, et à tel point qu'un propriétaire de ce fameux disque à faute d'orthographe a refusé la somme de 30 000 livres pour la vente de ce disque. Oui. Alors là, on attaque le fameux top 3. Évidemment, on est toujours sur les Beatles pour le titre Yesterday and Today, qui s'est monnayé. Attention, là, on commence à hausser un petit peu le panier. On n'atteint pas loin des 100 000 $, parce que là, il est vendu 85 000 $. Pareil, un disque de 1966 qui présente des poupées décapitées et des morceaux de viande, à tel point que ça provoque une controverse. Et ils sont obligés de rappeler les pochettes. Et voilà, et ils changent la pochette. Mais je pense qu'il restait quelques éléments et encore. Les collectionneurs se sont évidemment rués dessus, quoi. Donc là, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est parce que, moi, je découvre un petit peu, pardonne-moi, je suis pas encore expert vinyle, mais que, en fait, ce qui fait les codes de ces différents supports, c'est soit la rareté, soit, entre guillemets, l'anomalie, quoi. Ouais, alors, pour le coup, c'est clair que l'aspect anomalie d'un pressage, donc, comme t'as dit, soit une faute d'orthographe sur la pochette, ou, alors, il y a eu plein d'autres exemples que j'ai en tête. Vas-y, je t'en prie.
notamment donc un album des White Stripes, qui sont un groupe plus récent, donc des années 2000, qui lors d'un premier pressage, il y a eu une erreur au niveau de la matrice et ils ont pressé la face A de l'album correct, mais la face B est la face du précédent album. Alors j'ai plus en tête les titres des albums, mais on peut les trouver sur certains sites de vente d'occasion, et justement ce fameux pressage un petit peu particulier, donc anomalie de pressage, donc il reprend un petit peu les deux caractéristiques dont tu as parlé. D'accord, donc évidemment c'est des lots qui ont été détruits, par contre ceux qui subsistent s'échangent à prix d'or entre guillemets. Ah oui, c'est clair. Hein. Bah après le lot, je sais pas s'il a été détruit, récupéré, mais le fait est qu'il y a des exemplaires qui se sont retrouvés sur le marché, et donc forcément c'est des pièces ultra rares pour les gros fans qui cherchent à avoir ces exemplaires particuliers. Hein. Je comprends complètement. Ouais. Alors là, on attaque le top 2. Bon, je vais un peu te spoiler le truc. Le 2 et le 1, on est encore sur du Beatles. Hein. Vraiment, c'est un groupe qui, au niveau collectionnite, est dans le très haut du panier, parce que là, on parle de l'album Double Fantasy, donc de John Lennon et de Yoko Ono. Alors, j'aime beaucoup l'histoire de ce disque. Déjà, là, on dépasse largement les $100 000 parce qu'il s'est vendu $150 000. Je sais pas si tu vois, c'est une somme colossale quand même. Donc, alors, la petite histoire, c'est que nous sommes le 8 décembre 1980. Un certain Mark David Chapman. Est-ce que tu sais qui est Mark David Chapman? J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part, mais... Alors, je t'explique. Il achète le dernier disque de son idole John Lennon et le fait dédicacer par celui-ci. Oui, je sais où tu vas. C'est ce même disque qui atteint la 2e marche du podium des vinyles les plus chers. Pourquoi? Parce que ce fameux Mark David Chapman assassinera l'ancien Beatles quelques heures plus tard. Et la pochette contient à la fois, évidemment, l'autographe de Lennon, mais également les inscriptions de la police pour l'enquête. Ouais, comme le numéro d'enregistrement de la pièce à conviction. Exactement. Donc, il y a un côté nécro, voilà. Je pense que celui-là, oui, il vaut largement plus que le prix annoncé. Je pense que c'est clairement un album qui a pas de prix, hein. Alors donc tu veux un album qui a pas de prix, pas de problème. Le top 1, alors là, merde, t'as trouvé pire. L'estimation, évidemment, ça ne reste que de l'estimation. On est sur du $233 000 pour le single du groupe The Quarrymen. Oui. Et le titre, c'est That Will Be the Day. Nous sommes en 1958. Un petit groupe amateur décide d'enregistrer pour leur plaisir une reprise d'une chanson de Buddy Holly, puis une de leurs compositions. Ce petit groupe amateur est composé entre autres d'un certain John Lennon, Paul McCartney et de George Harrison. C'est l'embryon des Beatles. Il manque Ringo Starr à la batterie. C'est ça. Il n'y a eu qu'une copie de ce 78 tours contenant les 2 seules chansons enregistrées, et elle appartient seulement à Paul McCartney qui ne l'a jamais vendu. Donc à ce jour, c'est le disque entre guillemets qui a l'estimation la plus élevée. Mais je t'ai quand même gardé un petit bonus parce que production années 80 oblige, j'ai trouvé un truc, ma foi, fort sympathique. Évidemment, on n'est pas dans les 200 et quelques $1000. Il faisait partie de mon top 8 à l'époque. Je vais te parler, écoute bien, de Jean-Michel Jarre. Et oui, parce que un album, attention, c'est une estimation, estimé à $30 000, musique pour supermarché. Pourquoi? Parce que cet album, sorti en 1983, a une particularité. Est-ce que tu la connais? Je crois, oui. Donc c'est un vinyle qui a été pressé à un seul exemplaire. Exactement. En fait, il n'a été produit qu'à un seul et unique exemplaire en vinyle. D'accord. Et la matrice a été détruite devant un huissier de justice. Alors j'ai une info dans l'info parce que j'en ai parlé à Mr. Wiz qui m'a dit que... T'as retrouvé l'huissier? Non, mais je lui ai posé la question parce que bien évidemment tu connais notre comparse, il était au courant du dossier. Et il m'a expliqué que la seule et unique manière d'écouter ces titres... Après, j'ai aucune idée de la qualité des titres, je les ai jamais entendus, mais c'était en fait, à l'époque, le disque avait été passé une seule fois à la radio, peut-être, je crois que sur Europe numéro 1 ou quelque chose comme ça, et la seule manière d'avoir le disque, c'était de l'enregistrer sur cassette à l'époque, donc aujourd'hui, si tu vas voir ce disque, tu n'auras qu'une version pirate, quoi. Et d'après Wiz, sur Discog, le fameux site qui référence tous les disques, plusieurs personnes le possèdent, donc d'après lui, il y a un problème quelque part, puisque il n'y en a qu'un seul. Normalement, il y en a qu'un. Voilà. Donc, voilà, c'était ce petit édito. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite surtout pas. Alors oui, de tête, j'en ai un petit qui m'est venu comme ça, une petite histoire sur... Tu sais que j'aime les Argus, vas-y, je t'écoute. Par contre, j'ai pas les chiffres de l'Argus exactement. Mais ça rejoint un petit peu une de tes passions, t'aimes bien chiner. Donc un jour, il y a un Canadien qui s'est dit, tiens, je vais m'acheter l'album du Velvet Underground, donc le fameux album avec la pochette avec une banane peinte par Andy Warhol. Et donc il va chiner en brocante et il se chope le vinyle. Il rentre chez lui, il met le disque et il se dit, c'est bizarre, hein, les morceaux sont pas dans le même ordre qu'attendu. Et donc, ce brave homme, il avait pas acheté l'album, mais il avait acheté un essai de pressage
Donc un petit peu. J'ai un l'info, petit peu, si ça t'intéresse. Ouais. Je peux même te dire, c'est l'estimation du 10e disque le plus cher. D'accord. L'estimation est de $25 000. Parce que donc voilà, l'histoire c'est un Canadien achète pour 75 centimes en 2002 un vinyle du mythique album à la banane, comme tu l'as dit. Mais il se dit, mais c'est pas les versions qu'il connaissait, tu vois, il y a quelque chose qui l'interpellait. Et en fait, c'est un acétate, c'est-à-dire comme tu l'as dit, c'est un pré-vinyle qui sert de modèle. Alors je t'avoue que je savais absolument pas ce que c'était, mais j'ai trouvé le truc dingue et il l'a bien revendu, 25 200 il l'a revendu dollars sur eBay il y a quelques temps, quoi. Ok. C'est une bonne affaire, oui. Peut-être il l'a vendu la mort dans l'âme, mais si on te dit, Mikado, ton Goldorak Collector, je te le reprends 100 000. Bon, Mikadette, on fait quoi? Tu le vends. Pouf. Pas bref. Tu vends, on achète le quartier. Donc, l'édito étant fini, Murdoch, on va commencer notre première sélection. Je crois que tu souhaiterais nous parler, d'un artiste qui est complètement d'actualité, parce qu'on va parler de Renaud, qui est revenu récemment avec un nouvel album, qu'on peut trouver d'ailleurs en disque vinyle. Et l'album que tu nous as choisi, c'est Marche à l'ombre de 1980. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors Marche à l'ombre, c'est son 3e album. Donc Renaud, il a quand même eu la chance d'assez vite trouver son public sur ses tout premiers albums, pas comme Bashung par exemple. Ouais, pas comme Bashung, voilà. Bashung, il a eu mis un petit peu plus de temps à trouver son public. Par contre, Renaud, il a dès son premier album, il a fait donc le morceau Hexagone, donc a tout de suite eu une oreille particulière au sein du public et il a touché quand même assez vite un public assez large, ce qui lui a permis quand même d'avoir une assise en termes de public assez rapidement. Et donc ça, c'est son 3e album, donc qui s'appelle Marche à l'ombre, donc la pochette c'est du Renaud, donc perfecto, bandana rouge, et les tags au pied et tout quoi. Voilà, donc Et le titre que tu nous as sélectionné pour l'occasion? Alors le titre que j'ai choisi, donc c'est le premier titre de la phase B, c'est It Is Not Because You Are. Donc écoute, évidemment on va s'écouter It Because You Are, et là je peux le dire avec mon accent approximatif, donc je suis très content. When I Have Rencontré You. Of course. When I have rencontré you, you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you roll a bell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. Alors, It Is Not Because You Are, parce que déjà il faut l'écouter ce morceau en entier, parce qu'il est quand même assez drôle dans le sens où c'est un Français qui rencontre une Anglaise et ça parle français, anglais. C'est un titre qui est quand même très très humoristique. Et donc nous le gros truc c'était que on était en voyage d'école en Angleterre et on adorait chanter un petit peu le refrain de cette chanson et ça faisait un petit peu rager notre prof d'anglais parce que c'est du n'importe quoi au niveau des paroles quoi. Ah oui, on est dans du yaourt un peu. Oui, c'est clairement du yaourt quoi. Donc en fait c'est le côté affectif qui t'a fait sélectionner ce disque. Ouais. Et après le gros intérêt aussi c'est que je l'ai retrouvé donc en occasion vraiment pas cher. J'ai dû le payer 3 € et en fait c'est quand même un album mis à part le titre que j'ai choisi, il y a énormément de chansons que j'adore, avec notamment Où c'est que j'ai mis mon flingue, qui reprend un petit peu donc l'histoire des humeurs de Renaud, qui commence par je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des coups de poing dans la gueule, et je trouve que ça représente bien son état d'esprit sur sa carrière, et en fait, annoncer ça dès le 3e album et le tenir sur la longue durée, je trouve que c'est franchement pas mal. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup pour ça, j'ai une grosse tendresse vis-à-vis de sa carrière, et c'est pour ça que j'avais choisi cet album. D'accord. Et de ton côté, qu'est-ce que tu penses de ce morceau? Est-ce que tu as écouté l'album? Alors, moi je connaissais le titre, je vais être honnête avec toi, moi Renaud, j'ai un profond respect pour son travail. Après, j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans on va dire le trip Renaud, tu sais, son univers. Ouais. J'ai pas d'explication, je trouve ça bien, j'ai quelques vinyles de Renaud, ma femme aime bien, moi j'ai pas le réflexe d'aller le mettre, donc je trouve en effet ton titre rigolo, parce que je l'écoutais vraiment en boucle pour préparer l'émission. Because You Chialed et tout, j'ai beaucoup aimé. Mais pour être tout à fait honnête, c'est pas un truc de ma to-do list, quoi. Voilà, j'aime bien, mais c'est pas ce que je retiendrai, quoi. D'accord. Donc Mikado, pour ton premier choix, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire écouter? Bon là je vais être
très honnête, on attaque sur du lourd parce qu'on est en 1989 avec le groupe Tears for Fears pour l'album The Seed of Love. Donc on va s'écouter un petit extrait de A Woman in Chains et on en reparle après. Curieusement, je connaissais ce groupe, mais ça fait que très très peu d'années que j'apprends à le découvrir. J'avais racheté l'album dont la pochette, entre parenthèses, est vraiment magnifique, sur une brocante, comme d'habitude. Et je suis tombé en amour sur la production, la voix, tout ce que tu veux, de l'album complet. Et notamment, Woman in Chains m'a énormément marqué. Un duo avec l'artiste Oleta Adams. Est-ce que tu te souviens de Peter Gabriel qui chante un duo avec Kate Bush, le titre Don't Give Up? Oui. Et ben bizarrement, moi ce Woman in Chains, je l'ai découvert bien après et j'avais le sentiment de redécouvrir ce qui m'avait fait énormément triper sur l'album de Peter Gabriel, à tel point qu'en préparant l'émission, j'étais étonné de voir que c'était une artiste que je ne connais pas du tout, Oleta Adams. Je pensais même que c'était Kate Bush parce que c'est exactement le même timbre de voix. Et pour en revenir à cette personne, parce que je l'ai vraiment trouvée intéressante, c'est assez rigolo parce que elle a été découverte en 1985 par le groupe Tears for Fears, alors qu'ils étaient en tournée américaine, et elle chantait, tu sais, dans un bar, hôtel, machin, tout ce que tu veux, et les gars ont vraiment flashé sur elle, à tel point qu'ils s'étaient promis de travailler avec elle, et chose qui a été faite, et je crois que ça a évidemment propulsé sa carrière, qui est amplement méritée, parce que... c'est un beau timbre de voix. Ah ouais. Alors oui, Woman in Change, ça a été surtout enregistré donc par Tears for Fears, surtout avec une arrière-pensée de mise en valeur de la femme dans nos sociétés actuelles qui sont très patriarcales. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un duo avec une voix féminine sur ce morceau. Alors je le trouve un petit peu longuet ce titre, mais j'ai vraiment bien aimé le reste de l'album. Woman in Chains, ça sort du lot quand même, c'est clair, c'est un titre qui est vraiment très bien produit. Par contre, je connaissais pas du tout le reste de leur carrière, donc le reste des morceaux de l'album, et j'ai trouvé quand même que c'était très très jazzy, c'était super bien construit, comme tu l'as dit, il y a une très bonne prod. Moi j'ai adoré. Ouais. En fait, c'est mon disque coup de cœur depuis que je suis venu un petit peu au support vinyle, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'un autre groupe pop des années 80, à savoir R.E.M. Ouais, donc c'est mon deuxième choix, donc l'album Green de R.E.M. Donc oui, c'est dans le style pop, plus collège radio indé. Quel est le titre que tu nous as sélectionné? Alors on va s'écouter le titre que moi je qualifierais le plus rock de l'album, donc Orange Crush. Tout à fait, je valide chaudement. Green, c'est déjà leur 5e album, à savoir que c'est leur premier album signé donc sur une major chez Warner, et ils ont déjà un beau catalogue derrière, donc chez IRS, un petit label américain, et c'est donc leur premier disque avec une grosse production, on va dire.
avec des gros moyens. Et c'est vraiment le disque qui va fonder leur style, qui va exploser sur Out of Time, donc qui va être après avec les morceaux Losing My Religion, Everybody Hurts. Et j'ai choisi cet album parce que justement on retrouve un petit peu l'embryon de ce qui va arriver par la suite à R.E.M. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu un groupe qui cherche, un groupe qui a encore ses bases, on va dire indépendantes, mais qui commence à découvrir des moyens intéressants et qui va chercher. Donc il y a vraiment de la pop sur cet album. Il y a aussi pas mal de morceaux qui sont très rock, et c'est surtout pour eux le moyen d'introduire donc la mandoline qui va faire leur marque de fabrique par la suite, ça c'est clair. Mais c'est surtout la mise en valeur de la voix de Michael Stipe sur certains morceaux qui m'a plu. Ouais. Quelque chose qui m'a frappé quand j'ai réécouté cet album pour les besoins de l'émission, c'est la qualité de production du truc. Ouais. C'est-à-dire que on est en 1988 et honnêtement, j'ai trouvé que par rapport à d'autres prods de cette période-là, que ça faisait pas du tout daté. J'ai l'impression d'écouter peut-être pas un truc de pop actuel, mais qui fait vraiment pas si vieux que ça, quoi. Ouais. Dans ta sélection, c'est vraiment un album que j'aime beaucoup. Moi, alors, une petite anecdote, R.E.M, moi j'ai connu comme beaucoup par Losing My Religion. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ce titre que j'ai flirté pour la toute première fois. Donc, Micadette, si tu m'écoutes, n'écoute pas. N'écoute pas. Les enfants encore moins. Mais bon, il y a prescription. Je connaissais pas Madame à l'époque. T'étais mineur. Honnêtement, moi je connaissais moins cet album et c'est une très très belle découverte. Alors tu nous as choisi un single pour le prochain morceau ? Ah oui. Bon, on va en parler après, mais quand j'ai évidemment parlé que j'avais fait ce choix-là, Wiz m'a dit mais t'as écouté l'album ? Et là je dis mais je savais même pas qu'il y avait un album parce que je vais vous parler. Eh ben écoute, on se met un extrait et on en parle après. We can go on, pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. Nanana. Évidemment, je vous parle de We Are the World, du groupe USA for Africa, qui veut dire United Support of Artists for Africa. On va dire un super groupe des années 80, qui avait plus d'une quarantaine d'artistes. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? Parce que dans mon chinage local, j'ai trouvé ce vinyle chez Emmaüs. Et là, gros flashback, je me suis revu en train de chanter avec le Michael Jackson avec son gant blanc, Wonder, Lionel Richie. Il y a tout le monde. Hein. Ils sont tous là. Tous les tauliers sont là, il y a une osmose. Évidemment, on est sur une chanson écrite par Michael Jackson et Lionel Richie avec un petit peu en aide Stevie Wonder et surtout coproduit par Quincy Jones qui est, je crois, le dieu vivant pour mon papa qui est jazzman. Sa petite blagounette, c'est si Quincy m'appelle, j'arrive tout de suite, quoi. Voilà. Depuis que je suis petit, il me dit ça, quoi. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de monde. Hein. Je crois, ouais. Bah évidemment, ce titre avait été proposé dans le cadre d'une collecte pour lever des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. Alors d'ailleurs, petite anecdote rigolote, c'est que nous en France, on a eu l'album Éthiopie, je sais pas si tu te souviens, loin du cœur et loin des yeux. Et j'aime raconter dans les différentes émissions que quand tu vois l'album Éthiopie dans les bacs, c'est que tous les ratisseurs de vinyle sont déjà passés par là et qu'ils ont laissé du Sardou ou de l'Éthiopie. Voilà. Oui. Pour en revenir à la chanson, elle est sortie donc le 7 mars 1985 et c'est un succès international immédiat, bien évidemment. Il est en tête de plusieurs palmarès de musique à travers le monde et devient le premier single à être récompensé plusieurs fois de disque platine par la RIAA. La RIAA, c'est la Recording Industry Association of America. Donc il a eu 3 Grammy, un American Music Award et un People's Choice Award. En gros, c'est devenu en très peu de temps l'un des disques les plus vendus au monde avec plus de 20 millions d'exemplaires. Et le plus drôle, c'est que quand tu évoques ce titre, eh ben les gens ils chantent, quoi. C'est que elle est marquée et ça c'est volontaire, c'est-à-dire que ils ont souhaité des paroles simples à retenir avec une mélodie qui va bien. Bon après il y a des pontes aux commandes, oui. On est d'accord. Mais tu chantes un petit We Are the World en open space, bah t'as tout le monde qui chante en chœur. C'est parti. Et le titre en plus, au-delà du côté caritatif, je le trouve vraiment de qualité, quoi. Et là où j'ai vraiment le frisson, c'est quand t'as Bruce Springsteen qui fait We Are
Et puis évidemment, on a également Cyndi Lauper. Ouais. Pour moi, je trouve Tu la reconnais. Hein. c'est les deux voix, parce que là, pour le coup, on parle de voix qui détonnent tout. Enfin, voilà, quand les deux chantent, tu sens que c'est les deux patrons féminins et masculins aux commandes. Ouais. Je trouve vraiment ce titre extraordinaire. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs? Tiens, t'as le droit de dire que t'aimes pas, hein, je t'en voudrais pas. Non. Bah, quand tu l'as choisi, ça m'a un petit peu étonné. Je me suis dit, ouais, tiens, il a mis un single. Wiz m'a dit la même chose. Et surtout, bah, en réécoutant le morceau, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, tu sens que c'est du grand Michael Jackson. Alors, j'ai un peu cherché, effectivement, donc c'est coécrit, mais c'est quand même très axé Jackson et production. Tu sens que c'est du Jackson, le truc. Ouais, c'est clair. Ça sonne comme tout ce qu'il faisait à cette époque-là. Et tout ce qu'il faisait à cette époque-là, bah, c'était de l'or au bout des doigts. Donc c'est super bien écrit. Et moi, au niveau des performances vocales, c'est surtout celle de Ray Charles, donc qui arrive plutôt sur la fin. Et évidemment, c'est ce que j'allais te souligner, parce que, comme je l'ai dit, on a du Lionel Richie qui fait l'intro, on a du Wonder, on a du Tina Turner, on a du Diana Ross, évidemment, on a du Springsteen, je l'ai dit, aussi du Dylan, du Ray Charles, enfin bref, que le gratin du gratin d'époque. Et pour la petite anecdote, la seule chose que je me suis dit en préparant l'émission, c'est tiens, c'est curieux, il n'y a pas Prince. Et en fait, il avait décliné l'offre, mais il a composé un titre qui est présent sur l'album, donc je serais incapable de te dire ce qu'il vaut, parce que j'ai malheureusement jamais pris le temps d'écouter cet album. Moi non plus. Et chose qui m'amusait à l'époque, je sais pas si tu connais un imitateur québécois qui s'appelle André-Philippe Gagnon. Ouh, de nom, oui, mais c'est très loin. Et ben en fait, c'était un gars qui te faisait ce titre en faisant toutes les voix de la chanson. La vache. Et avec une performance extraordinaire. Alors moi j'ai trouvé par contre une petite anecdote sur ce morceau. Vas-y. Le 5 avril 85, il y a les radios FM qui emboîtent le pas en diffusant le titre simultanément. Et donc il y a eu au niveau international, je crois quasiment 5000 radios qui ont diffusé le titre en même temps. En synchro quoi. Ouais, synchro. Enfin, je pense que forcément En il y a eu des loupés, mondovision quoi. Ouais. Je trouve que le clin d'œil est assez sympa, quoi. D'accord. Alors, donc là, on a fait dans le caritatif. Comment dire, là, tu vas me parler d'un groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle The Pog, et le titre de l'album, je te laisse nous en parler, parce que le titre, j'arrive pas à le dire à la radio. Tu n'arrives pas à le dire? Est-ce qu'il y a un mot qui te choque? J'ai mes enfants qui écoutent. Ouais, bah les miennes aussi vont écouter. Tout ce que je vais dire, c'est qu'on est en 1985, donc je te laisse nous parler du groupe Le Pog, parce que moi, les Pog, je savais ce que c'était, mais c'était un jouet des années 90. Ouais, c'est les trucs qui se retournaient. Exactement, donc ça n'a absolument rien à voir. Là, non, on parle des Pogs. Donc, c'est leur album qui s'appelle Rum, Sodomy and the Lash. Et The Lash, ça veut dire le fouet, évidemment. Évidemment. Tu veux pas qu'on s'en écoute un extrait? Parce que je suis persuadé que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas. Ouais, je pense qu'ils vont connaître Dirty Old Town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Alors moi je vais être honnête avec toi avant que tu développes, je connaissais pas. Donc je t'expliquerai si j'ai aimé ou pas après, mais je te laisse nous en parler. Ouais. Alors pour moi les Pogs, donc c'est clairement attaché à un lieu où je traînais beaucoup quand j'étais on va dire jeune adulte. Donc c'est un pub forcément parce que quand on écoute les Pogs c'est forcément dans un pub. Évidemment. Pour les besoins de l'émission, je me suis dit tiens, je vais aller voir si ça existe toujours et ce pub existe toujours. Donc si vous êtes à Dijon et je sais que on a du monde pas très loin de Dijon, vous pouvez aller faire un petit tour au Kilkenny. Oh mon dieu. Quel dieu? Bah, oh mon dieu, avec Kilkenny. Oh là, non. Pardon. Ouais, ça vaut un buzz ailleurs. Hein. Vas-y. Non, bah voilà, c'est un lieu où j'allais souvent et donc pareil, quand je suis retombé sur l'album dans une brocante, bah j'ai forcément retourné et donc il y a Dirty Old Town, donc il y a un gros classique des Pogs et il y a aussi donc sur la face A qui termine, il y a A Pair of Brown Eyes et Sally McLennan qui sont vraiment deux morceaux que j'adore particulièrement et moi ça me ramène tout de suite à cette époque où justement quand on allait le samedi soir en pub, on s'écoutait ça et c'était vraiment une bonne époque et c'est là où ça m'a ramené en fait en retrouvant ce vinyle. Et je sais pas de ton côté ce que t'en as pensé si... Okay, je vais te lire mes notes, ça sera plus simple. Donc, découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, à la première écoute, j'avais l'impression d'écouter l'OST de Tom Sawyer. Ouais. Et ça m'a pas plu au début, vraiment. Après, au bout de quelques écoutes, tu dis, je me suis dit, en fait, c'est un vieux truc de country qui m'a mis, je savais même pas que ça existait. Et tu t'aperçois que c'est un peu plus fin que ça, finalement. Parce que la country, je trouve que c'est... Déjà, je suis pas très client. Et puis, c'est surtout que c'est rapidement indigent.
En revanche, plus tu écoutes le morceau et plus tu trouves qu'en fait il est vachement bien. Parce que j'avais vraiment noté sur mes fiches que j'aimais vraiment pas que de ta sélection c'est le disque qui m'a le moins importé. Ouais. Et je t'avouerai qu'au final, sans être fan absolu, je trouve que c'est bien. Après, honnêtement, t'as pas l'impression d'être en 85. Hein. Ça fait beaucoup plus ancien que ça. Je pense que c'est volontaire. Je connais pas l'origine et l'historique du groupe, mais ça sonne pas du tout 80s. Ouais, ils appellent ça du punk celtique, mais c'est très marqué celtique irlandais. Hein. C'est un groupe irlandais, je crois. C'est pas du tout marqué années 80, mais c'est sorti dans les années 80. Alors, la pochette est très très belle. Tu peux nous la décrire rapidement ? Rapidement, c'est le radeau de la Méduse, sauf que les visages des marins qui sont en train de se noyer ont été remplacés par les visages des membres du groupe, donc c'est une pochette qui est quand même assez jolie, ouais. D'accord, ok. Et donc pour ton prochain choix, qu'est-ce que tu as choisi Alors moi je vais te parler du groupe Genesis pour l'album Genesis du même nom de 1983. Écoute, évidemment, je te propose d'écouter un petit extrait. Ouais, qu'est-ce que t'as choisi comme morceau ? That's All. Donc, That's All. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could live but I won't go, though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you and you looking at me? Voilà, évidemment, Genesis, nous, je pense que comme t'as le même âge que moi, t'as connu quand ils ont fait le revival avec Hack and Death, les trucs comme ça dans les années 90, ouais. Où on faisait tous, tu sais, les pas chassés, que je trouvais vraiment efficace, hein, j'aimais beaucoup, hein, mais Genesis n'est pas que ça, hein, c'est un groupe qui est beaucoup plus daté que ça, il s'était reformé pour l'occasion dans les années 90, mais le groupe avait sorti cet album que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai connu au début des années 2000 par l'intermédiaire de Micadette, hein, désolé je reviens un peu sur elle, qui écoutait vraiment ça en boucle avec sa colocataire d'époque. Oh la vache. J'aimais bien sans plus, mais tu vois, il y a le côté affectif. Quand t'entends un titre tourner, ça te rappelle un moment de ta vie, tu sais, ou un événement heureux, ou peu importe. Et c'est le cas là. Donc évidemment, j'avais le disque CD, et là, coup de bol, je le retrouve en brocante dans le cadre d'un disque vinyle que évidemment j'ai offert à madame. Et le disque, on le réécoute très régulièrement, et c'est pour cela que je l'ai choisi, parce que je trouve que déjà, au-delà du fait que j'ai un énorme affect sur l'album, je trouve que le titre que j'ai sélectionné est extrêmement efficace. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était pas celui que t'aurais peut-être sélectionné, mais c'est celui en tout cas où j'ai le plus d'affect vis-à-vis de mon passif. Ouais, alors That's All, effectivement, c'est pas celui qui me parle le plus. Moi, j'ai vraiment bien aimé Illegal Alien, donc qui ouvre la phase B, parce que un petit peu comme toi, moi je l'ai retrouvé pas en brocante, mais je l'ai retrouvé sur un site d'occasion, et pareil, je me le suis offert parce que c'est un album que j'avais en cassette. Moi, j'avais pas. Ah ouais, donc tu connaissais déjà. Donc je connaissais, voilà, Genesis. Effectivement, j'avais fait un petit peu la même découverte que toi avec l'album I Can Dance, et puis j'avais fait un petit peu de coup d'œil dans le rétro en allant voir ce qu'ils avaient fait avant, notamment cet album-là. Et évidemment, il y a Mama aussi qui est ultra connu, que tout le monde connaît. Par contre, il y a deux morceaux qui sont très intéressants et qui recoupent un peu avec leur début de carrière, parce qu'au début de carrière de Genesis, c'était très rock progressif, et il y avait Peter Gabriel donc qui était au chant. Donc les pistes 3 et 4 de la face A avec Home by the Sea et Second Home by the Sea, c'est plus lié à leur tout début de carrière, mais c'est un album moi que j'ai vraiment bien aimé. Moi j'aime beaucoup les sonorités de cet album parce qu'il y a des sortes de nappes un peu électroniques, et en fait, pour les connaisseurs de musique, il faut savoir que ça a été composé notamment sur du Yamaha CP70. Alors moi, j'y connais rien. Toi qui es musicien, peut-être que ça doit te parler. Non, pas synthé moi. Et sur du Prophet 10. D'accord. Alors je dis peut-être une ânerie, mais pour avoir déjà reçu David Collin, tu sais, dans le cadre du Vice 31, il me semble qu'il compose dessus. Donc si je dis une erreur, David, si tu nous écoutes, 1000 excuses. Corrige. Alors donc là, on va passer à nos choix de disques neufs. Hein. Donc là, je crois que tu nous as sélectionné un groupe que j'aime énormément, à savoir Dépêche Mode. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ta sélection du jour ? Alors la sélection, c'est le 101. En fait, c'est le double live donc qui clôture en fait leur tournée après leur album Music for the Masses. Et le titre, je crois que tu as retenu, c'est Behind the Wheel. Behind the Wheel, ouais, qui ouvre en fait le concert, ouais.
Alors pourquoi 101 ? Parce que c'était le 101e concert de la tournée, donc le dernier de cette tournée-là. Donc c'est un double live qui reprend donc tous les gros titres du tout début de carrière de Depeche Mode. Donc c'est très très new wave. Alors moi je me suis offert parce que je l'avais pareil toujours en cassette. Ils ont fait une réédition 2016 avec 2 vinyles 180 grammes. Donc l'objet est super beau parce qu'il y a des belles photos d'époque. Donc c'est vraiment un beau disque. Alors il y a quand même un gros point qui m'a... Ah, il y a un bémol. Ouais, il y a un gros bémol. Lequel ? C'est un gros problème avec les albums live de l'époque, à savoir que on entend les gens crier, et ça c'est bizarre, mais c'est pas un truc que je trouve dans les albums actuellement, dans les albums live actuellement. Tu trouves que malheureusement on entend peut-être un poil trop le public alors ? Pas au bon moment, c'est-à-dire des fois en plein milieu d'un morceau, I love you. il te balance une ou deux ouais. Ah. Et tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là quoi. 30 ans après je me suis dit ouais, donc effectivement ça se passait comme ça dans les années 80 quand on faisait un album live, et c'est quelque chose qui a un petit peu changé actuellement. C'est vrai. Et c'est ça qui m'a un petit peu choqué, on va dire, sur ce point-là. Et toi, est-ce que ça t'a fait plaisir de le réécouter ? Je l'ai trouvé propre, mais froid, très froid. Oui. J'ai un petit plaisir, mais c'est quand je suis en voiture avec toute la famille, c'est qu'on aime bien mettre un Just Can't Get Enough, des trucs comme ça. Ouais. Évidemment, le refrain, il va le répéter 10 milliards de fois. Et là, c'est froid, je sais pas comment t'expliquer. J'ai trouvé ça bien, mais c'est pas le titre que j'aurais retenu. Bon, après, c'est quand même une sacrée usine à tubes, ce double live, donc je pense qu'elle doit être dessus, hein, Just Can't Get Enough. Oui, c'est l'avant-dernière. Et de ton côté, au niveau disque neuf, qu'est-ce que t'as trouvé ? Eh ben, écoute, tu sais, on en avait parlé dans l'émission pour ouvrir la saison, à savoir Top Gun. Hein. Évidemment, on avait parlé de Danger Zone à l'époque, qui est un classique parmi les classiques, hein, Kenny Loggins, etc. Mais moi, le titre que j'ai retenu, c'est Mighty Wings, du groupe Cheap Trick, qui existe encore. Et ils font quoi ? Eh ben, je ne sais pas. Ils tournent énormément, et c'est notamment des grosses stars au Japon, tu vois. It's just a fall of dust underneath my feet. It rolls around the sun, doesn't mean that much to me. I take a chance on the edge of life, just like all the rest. I look inside and dig it out, 'cause there's no point or second best. There's a raging fire in my heart tonight, growing higher and higher in my soul. There's a Faut savoir que ce groupe, je crois, n'a pas le droit de jouer ce morceau parce que ils n'ont jamais joué le titre en direct et sur aucun autre titre du groupe, à part dans le cadre de réédition Top Gun, etc. Mais vraiment, faut que c'est intimement lié à la marque Top Gun. En fait, ce que j'ai découvert pendant l'émission, je te sais joueur de jeux vidéo. Un petit peu. Est-ce que tu connais un certain Street Fighter 2 ? Bah ouais, mais ouais. Je vois où tu veux en venir. Est-ce que tu connais un certain Ken ? Ken, c'est le karatéka pour les non-initiés, blond, avec un kimono rouge. Ouais. Et tu sais, donc, chaque personnage de Street Fighter avait un thème. Oui, sa petite musique. Allez, on s'écoute le thème. Et là, mon cher Murdoch, est-ce que tu crierais pas plagiat ? Mais CTRL-C, CTRL-V. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et oui, en fait, chose que j'ignorais, c'est que le thème de Ken est une repompe, on peut le dire, pas du tout masqué, on l'a entendu dans le petit truc que je t'ai proposé, du groupe, quoi, de Mighty Wings. Alors donc là, on va passer, parce qu'évidemment, on n'achète pas des disques neufs tous les jours, mais en tout cas, ce n'est point mon cas, et encore moins notre truc des années 80, parce que mine de rien, il n'y a pas de tant de réédition que cela. Donc on va passer à nos sujets coup de cœur hors sujet, qui ont, comme je l'ai dit en introduction, qui n'ont absolument rien à voir avec les années 80. Et Murdoch, je te laisse nous parler d'un groupe qui s'appelle Ceux qui marchent debout. Oui, alors Ceux qui marchent debout, donc c'est plus qu'un groupe, c'est une fanfare. Exactement, c'est ce que je m'étais noté dans mes notes. Donc j'ai choisi leur album Debout avec le morceau Biche Biche. Biche, 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 biche,
Alors avant que t'en parles, j'aimerais te dire un truc, parce que moi ce que j'aime bien dans tes sélections, un peu comme oui, c'est que tu me fais découvrir des trucs que je ne connaissais pas. Et quand on dit fanfare, on pense tout de suite, tu sais, les tambours, les majorettes, etc. Ouais. Évidemment, ce n'est pas que ça, les fanfares, c'est aussi du jazz un petit peu speed ou vraiment rythmé. Et je vais être honnête avec toi, c'est un genre que je ne supporte pas. En plus... Mon fils n'écoute pas, mais son prof de musique fait partie d'une fanfare, il m'a filé son disque et bref, quoi. Et en revanche, je reconnais que quand tu écoutes ce genre d'album dans le cadre d'un live, ou d'un pub, ou d'un truc comme ça, là par contre, je trouve ça extraordinaire. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre et pourquoi tu nous l'as sélectionné? Et ben, je l'ai sélectionné parce que pour moi c'est un CD charnière dans ma découverte musicale, puisque bon, je l'ai découvert fin des années 90 en allant acheter une place de concert à la Fnac. J'étais avec des potes et on allait s'acheter des places de concert et on a entendu de la musique au forum de la Fnac, comme il y en a dans beaucoup, et c'était ce groupe là, donc ceux qui marchent debout, et ça nous a mis une super claque parce que donc déjà c'est une fanfare, donc on se retrouve pas du tout dans une configuration rock classique comme ce que moi j'avais l'habitude et ce qu'on avait l'habitude d'écouter à ce moment-là, et c'est surtout l'énergie qui déployait. C'est tout à fait le genre d'esprit que dégage ce type de groupe, hein. Moi j'aime beaucoup le côté énergique du truc, c'est pour ça que ce que je me permets de souligner, c'est que moi dans mon petit casque à la maison, bon, je vais écouter, je vais trouver que ça très propre parce que je sais reconnaître la qualité de production d'un groupe sans pour autant moi être touché. Par contre, la même chose comme je te dis, où tu es en concert, tu danses sur la table, hein, c'est clair et net, hein. Alors c'est clairement un groupe à voir en live, à savoir qu'ils tournent toujours, et c'est vraiment toujours un grand moment d'aller les voir, hein. C'est énormément d'énergie et techniquement c'est génial, et enfin moi c'est vraiment un groupe que j'adore, hein. D'accord, donc t'as pas d'argument, c'est que il est trop bien, faut l'écouter, faut l'acheter, quoi. Ouais, après il y a des gens qui y sont hermétiques, hein, parce que bon, c'est quand même assez particulier, c'est de la fanfare, donc il y a beaucoup de cuivre. À savoir que ça c'est leur premier album paru donc sous le nom de Ceux qui marchent debout, et après donc il y a des albums qui sont un peu plus instrumentaux, dernièrement c'est plus instrumental, on va dire. Il y a des morceaux aussi chantés, on va dire entre guillemets classiques, mais ouais, c'est vraiment très très énergique. Très bien. Donc on va clôturer cette émission par mon dernier choix, hein. Donc là, grosse Madeleine de Proust, hein. Limite quand j'ai proposé Manche Disque, j'avais une frustration, c'est que je ne pouvais pas proposer cet album parce que je vais vous parler de Massive Attack et l'album Mezzanine de 1998 qui est, je crois, j'ose le dire, mon album culte. Massive Attack, moi c'est un groupe que je connais depuis vraiment début des années 90 parce que j'ai énormément écouté d'un courant musical qu'on appelle trip-hop. Vraiment pour moi c'était les tauliers avec notamment Portiched. Pour parler rapidement de cet album, c'est le 3e album de ce groupe. C'est un groupe de Bristol innovateur à l'origine du mouvement trip-hop, ça on l'a dit, qui avait notamment marqué son époque en donnant une place plus importante à des courants musicaux obscurs. Alors est-ce que tu avais eu ce ressenti à l'époque ? Non. D'ailleurs, est-ce que tu as un affect particulier sur cet album ? Oui. Et tu n'aimes pas ? Ah non, alors au contraire. Je retrouve beaucoup de choses que j'aime dans cet album-là, notamment dans le titre que tu as choisi dans Angel. Oui, j'ai choisi Angel, qui est le premier titre de l'album, qui commence selon moi très 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 fort parce que c'est une collaboration régulière avec Horace Andy, qui est un grand chanteur de reggae que j'aime particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il a un timbre de voix qui est très
il est aigu, Il est magique. mais c'est jamais désagréable. Je sais Oui. pas comment t'expliquer, parce que je suis pas musicien, c'est juste... Bah, en fait, il est très mielleux. Enfin, sa voix, elle est aiguë, mais elle est quand même très soyeuse. Elle est très bien enveloppée. Il la maîtrise parfaitement sur le morceau Angel. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment la tension qu'il y a entre la production basse. musicale derrière, Ah ouais. la basse, la batterie, et donc la voix qui, elle, est très soyeuse, très posée, très propre. Et tout ce qu'il y a derrière, vraiment, c'est un morceau qui est génial. Ah, moi, je suis en transe à chaque fois quand j'écoute cet album. Et pourtant, je l'ai écouté des centaines et des centaines de fois. Il arrive, je sais pas, à me rendre quasiment dans un état second. Là, tu vois, je t'en parle, j'ai presque les frissons. Et ce qui est assez touchant, c'est que, bon, évidemment, j'ai le CD et tout depuis l'époque, Day One et tout. Mais ma femme l'a racheté à Noël en vinyle. Et donc, bah voilà, sur platine vinyle, moi, je suis plutôt satisfait, quoi. Bah ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, en fan du groupe, moi j'avais été les voir à l'époque en concert, donc en 98-99, et j'avais détesté. Pourquoi ? Parce que le titre phare à l'époque, c'est évidemment, on a sur Angel, Ross Andy faisait parfaitement le boulot, mais on avait aussi le titre Teardrop chanté par, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom, mais c'était la chanteuse des Cocteau Twins, je crois. Voilà, exactement. Qui, je sais pas, devait être probablement froid. Je crois que c'est toi qui m'as dit ça en préparant l'émission ou en off, parce que elle était pas du tout présente dans ce concert. On va dire le chanteur emblématique Robert Nadja. Il la regardait, mais il la fusillait du regard quand elle chantait sur ce titre. Et évidemment, ce titre, dès que c'est un tout petit peu faux, bah, ça s'entend, quoi. Tu vois, c'est violent. Oui. Autant je suis hyper fan du groupe, autant j'avais été extrêmement déçu par ce concert. Je me souviens, c'était au Zénith de Paris. Bon, après, le pote avec qui j'avais été le voir, il les a revus plein de fois après. Il m'a dit non, mais là, c'était juste une erreur de parcours parce que en concert, c'est exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'écouter des lives et en effet, c'est très très bon. Bah, petite anecdote sur l'anecdote, bah, j'ai acheté le deuxième album aujourd'hui, puis la semaine prochaine, je vais acheter le premier. Voilà. Tu fais la collecte ? Après, je suis moins fan de ce qu'ils ont fait à partir des années 2000, quoi. Ouais, à savoir que bon, Mezzanine pour le coup, ça a été l'album qui a un petit peu marqué donc le départ d'un des membres, Oui. la suite Deux de même. carrière. Ouais, deux membres carrément. Parce qu'il y avait Tricky. Tricky. Ouais, Tricky était parti avant, ouais. C'était surtout une collaboration. Ouais. Mais oui, un des fondateurs était déjà parti pour justement divergence Musical. artistique, on va dire. Alors que l'album, pour moi, il est au-dessus du lot, quoi. Enfin, voilà, je reste dessus parce que c'est vraiment un de mes albums cultes ever, quoi. Ouais. Donc évidemment, l'émission va clôturer sur le magnifique titre Angel. Murdoch, merci d'avoir pris ton temps pour enregistrer un nouveau manche-disque avec moi. J'espère merci à qu'on toi, Mikado. aura l'occasion d'en faire d'autres. Bonne On découverte. se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Eighties le podcast, soit un podcast régulier, soit un cadeau bonus, soit on sait pas. Enfin bref, on a toujours plein d'idées en tête. N'hésitez pas à venir commenter sur notre site internet www.3615. Non, évidemment. 80slepodcast.fr, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin, etc. Quant à moi, je vous dis à très vite et on se quitte, bien évidemment, sur le titre Angel. À bientôt. Ciao, ciao!